Donc on va prendre quelques questions. Merci, Madame la modératrice. D'abord, je dois féliciter tous les orateurs pour la qualité de leurs exposés qui étaient formidables. Et je sais que l'AMCEP, comme dans ses habitudes, va mettre à notre disposition tous ces actes, tous les exposés. Mais j'ai deux questions précises. L'une pour M. Bernard, je pense. Philippe, pardon. L'une pour M. Philippe et l'autre pour M. François. D'abord à M. Philippe. De tout ce que vous avez dit, j'ai retenu une chose. Pour la gestion des fonds et des financements, qu'il faut une organisation et une bonne gouvernance. Et pour ça, il faut établir une bonne organisation avec un organigramme. Je voulais savoir si vous avez un organigramme type de gestion donc, des fonds, d'audit interne, de contrôle interne. Quant à M. François, c'est vrai que les Nations Unies, j'ai mis ça parce que j'entends mieux moi-même, même si c'est en français, les Nations Unies sont tellement disparates que finalement on ne sait pas qui fait quoi. Et quand vous allez toucher une des structures, on vous dit non, ça c'est avec l'État. Et entendre les fonds qui sont mis à la disposition des États, c'est que M. Philippe a dit, ça me donne froid au dos. Je me dis, tout cet argent, c'est pour acheter des armes pour nous tuer, ou bien c'est pour vraiment servir le développement de l'Afrique. C'est vrai, plus il y en a, plus il y a des guerres. Et souvent, les pays disent, non, nous ne sommes pas partie prenante, nous ne savons pas nous mêler des histoires de gouvernement. À qui doit-on s'adresser exactement? Par exemple, pour avoir cette structure dont vous avez parlé, qui s'occupe de la veille ou de la surveillance des activités par rapport au financement reçu dans chaque pays. Je vous remercie. Merci pour votre question. Non, dire qu'il existerait un organigramme type et universel, ça n'est pas pensable, puisque le principe du contrôle interne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est toujours basé sur une analyse des risques préalables qui ne sont pas forcément les mêmes, bien évidemment, pour une entreprise, une entité, ou si vous voulez, les risques pour le fonctionnement de la future cité des métiers de Lomé ne seront pas forcément exactement les mêmes que pour celles de Paris ou d'ailleurs. Donc, en la matière, si vous voulez, l'analyse des risques est un travail préalable à la maîtrise des risques et ensuite à la mise en place du contrôle interne. Vous avez d'ailleurs de plus en plus dans un certain nombre d'établissements publics en France ce qu'on appelle des contrats d'objectifs et de performance ou des contrats d'objectifs et de moyens qui permettent de mettre en évidence sur la base de cette analyse des risques, de ce qu'on appelle aussi, et auquel je participe en tant que contrôleur, ce qu'on appelle une cartographie des risques. Bon, ensuite, chaque entité se donne des priorités. Il faut éviter les doublons, il faut éviter de recruter. Bon, c'est peut-être une particularité encore plus complexe, je dirais, en Afrique qu'en Europe. La formation est essentielle partout, peut-être encore plus ici. Et comme vous le savez, vous me comprendrez, les modalités de recrutement qui peuvent exister chez vous, ici, sont quelquefois encore plus critiquables que celles qui peuvent exister chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'importance de la formation préalable et du recrutement sur la compétence et pas autre chose. Donc, un organigramme, si vous voulez, c'est un organigramme
qui peut être classique, pyramidal la plupart du temps, mais avec quand même les bons cheminements entre les uns et les autres. Mais cet organigramme, il ne peut être construit, il ne peut être conçu, il ne peut être défini, il ne peut être mis en place sur la base de cette analyse des risques qui est un préalable absolu, qui va permettre de les maîtriser et qui va permettre de mettre en place ce contrôle interne au regard donc de la meilleure organisation possible. Merci. Merci madame. C'est à la fois une question difficile et simple. Les Nations Unies ont un représentant dans chaque pays, en tout cas dans chaque pays africain. Et pardon ? Oui, le représentant généralement a deux casquettes. La première casquette, c'est représenter le secrétaire général, donc l'ensemble des Nations Unies dans le pays donné. Ensuite, il a une deuxième casquette et pour la première casquette, il anime l'équipe pays des Nations Unies. Nous avons ce que nous appelons UN Country Team et c'est le représentant qui anime cette équipe. Et dans chaque pays, il y a plusieurs agences des Nations Unies qui ont des missions différentes. Et le travail du représentant des Nations Unies, c'est animer cette équipe. Maintenant, il y a des situations spéciales. Par exemple, la RDC a une situation spéciale où il y a un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies compte tenu de la situation particulière de la RDC. Mais dans un pays qui ne fait pas face à une situation particulière, par exemple comme le Togo, il y a tout simplement un coordinateur. Il y a maintenant la deuxième dimension, ou plutôt la deuxième fonction de la personne qui anime le UN Team, qui est généralement représenter le PNUD, parce qu'au départ, le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement et qui est directement sous l'autorité, d'ailleurs on dit programme des Nations Unies pour le développement, qui est sous l'autorité directe de, je dirais, l'Assemblée générale, l'ECOSOC et tout cela. Donc voilà, il y a des missions, parfois des Nations Unies, qui ne relèvent pas du développement. La MONUC, par exemple, ça c'est les questions de paix et sécurité, le secrétaire général et le Conseil de sécurité. Et ça n'a rien à voir avec les questions de développement, même si parfois on essaye de trouver certains ponts ou passerelles ici et là. Il y a aussi, ça c'est au niveau pays, mais au niveau international, il y a des structures qui sont très spéciales. Par exemple, le UN Compact dont je parlais tout à l'heure, qui regarde les questions de la tenue du secteur privé ou des multinationales dans nos pays. Ça, c'est une structure qui est, je dirais, qui est un peu spéciale parce que au sein de cette structure, il y a les entreprises qui sont représentées, les pays qui sont représentés, mais les pays ne sont pas forcément représentés au niveau des agences nationales d'emploi. Or, quand le patronat est là, il aurait été bon que les agences nationales d'emploi y soient aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré tout à l'heure qu'il y ait une certaine présence. Parce que sinon, ce qui est discuté et qui vous concerne, pardon, je dis vous qui représentez les agences nationales, ça vous échappera complètement. Et vous n'aurez pas le tableau d'ensemble et les évolutions et les différentes dynamiques au niveau mondial. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pardon, est-ce que Angélique, vous avez un micro ou pas? Non.
vous n'avez pas de micro. Alors, juste si je pouvais me permettre, on est un peu pris après par le temps du déjeuner, donc si je pouvais juste proposer de faire des questions assez succinctes afin que vous puissiez répondre également de manière relativement succincte. Sinon, parce que je vois beaucoup de doigts qui se lèvent et je pense qu'on n'aura pas de prendre toutes les questions. Je prends juste une question d'un monsieur qui l'avait demandé tout à l'heure. Si vous pouviez juste vous présenter avant de poser votre question. Merci. Des questions succinctes, s'il vous plaît. Merci, madame. Moi, c'est Marc Analet. Je viens de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Je vous remercie, tous les panélistes, pour le travail qui est très intéressant, même si c'est passé très vite parfois. J'ai été séduit par la dernière communication sur les cités des métiers et je me dis que ça pourra contribuer effectivement à aider les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées, qui sont souvent frappées durement par le chômage, Et je suis un peu resté sur ma soif par rapport à l'expérience des cités des métiers de Paris, par rapport aux personnes handicapées. Et je voudrais savoir si Madame Bernadette peut partager encore quelques expériences avec nous par rapport aux personnes handicapées, notamment par rapport à l'accessibilité même de l'infrastructure cité des métiers. Et ensuite, par rapport à l'accessibilité même du matériel que les visiteurs de cette cité utilisent pour se connecter, pour avoir des informations, parce que les personnes handicapées généralement ont des problèmes qui ne leur permettent pas effectivement de pouvoir accéder à ces outils sur la même base que les autres. Donc si elle a vraiment des expériences dans ce domaine, ça sera utile de les partager avec nous. Je vous remercie. On va prendre 2-3 autres questions, comme ça on va faire des réponses groupées. Alors, allez, tu es là, après je vais voir l'idée. Merci, c'est ça. Briman Marie Sidibé, chef de service coopération, Agence nationale pour l'emploi du Mali. Je félicite les différents panélistes pour leur brillante exposé. Ma préoccupation, j'en ai deux essentiellement, et elles sont adressées à Mme Bernadette concernant la cité des métiers. Et c'est vrai, peut-être j'étais distrait un petit moment, mais j'aimerais savoir qui peut bénéficier ou qui peut solliciter véritablement un partenariat avec la cité des métiers. Est-ce le service public d'emploi nécessairement ou absolument? Est-ce une collectivité donnée ou autre? Donc cette précision me paraît assez importante. Ma deuxième préoccupation est, nous considérons que le cas de Lemay est un projet pilote et la première en Afrique, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il est prévu l'extension de cette expérience à la sous-région et dans quelles conditions, voire même au continent, en attendant bien évidemment qu'on aille sur les différentes adresses indiquées là pour d'amples informations et renseignements. Merci beaucoup. Oui, je vais après de l'autre côté, sans problème. Juste encore une question ici et j'arrive de l'autre côté. Merci Christine. Tu me permettras d'être un tout petit peu parlant, mais je vais saisir 2 minutes pour présenter le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Je vous remercie de m'avoir invité et je félicite les présentateurs. Je suis Mexan Didier Diego et j'anime le secrétariat permanent de ce cadre de concertation. En effet, depuis bientôt 8 ans, 9 ans, les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UMOA ont trouvé opportun de mutualiser les stratégies et les politiques de formation ou de développement des compétences techniques et professionnelles et de promotion de l'emploi au sein de ce même espace économique que constitue l'UMOA.
ceci sur 4 thématiques. Le développement des compétences techniques et professionnelles à travers le paquet minimum de coopération, qui est une mutualisation des ingénieries de 16 métiers, sur le système d'information sur le marché du travail avec une démarche d'autonomisation des observatoires, sur les politiques actives du marché du travail et sur l'animation évidemment de ce secrétariat permanent. J'ai beaucoup apprécié le repositionnement que vous avez fait du service public d'emploi comme animateur du marché du travail, ce service qui doit être en partenariat déjà avec le gouvernement lui-même, parce que moi j'insiste sur le fait que le partenariat public-privé commence par un partenariat public-public. Ce n'est pas évident des fois qu'au sein même des structures du gouvernement, il n'y a pas harmonie. Il y a on va dire, les autorités locales, il y a évidemment les centres de formation et puis il y a le secteur privé. Et quand on parle des municipalités, j'en viens à la présentation de l'OCDE et c'est là ma préoccupation. La flexibilité et l'adaptabilité que nous devions observer dans chacune de ces localités, j'insiste sur le fait que cette flexibilité doit être contrôlée. Vous savez, dans les localités, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, nous avons les premiers responsables qui sont des maires, qui sont des hommes politiques. Je pense que cette flexibilité doit répondre à des principes de gestion établis au niveau central qui sont déclinés dans chacune de ces localités. Et cette flexibilité doit insister surtout sur les réalités économiques de chacune de ces localités, les potentialités, les secteurs porteurs, les chaînes de valeur, etc. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Merci. Je reviens après vers vous. Question. Je vais prendre une question là. J'ai vu 4 mains, et ensuite on va faire un set de réponses. Festus. I also wish to thank the presenters for the good presentation. I have a question about the City of Trades. The presenter said that these are organized according to the needs of the users. My question is that I would like to know who identifies the needs of these users. Is it done before the city is established? How about the issue of the changing needs of the users? What kind of mechanism exists to ensure that the needs of the users are taken care of as they arise? Thank you very much. Je vais prendre une question du Maroc. D'accord. Merci. Je m'appelle Mohamed Ayoub Hassoun. Je suis directeur régional de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences au Maroc. Je représente le DG. Je tiens tout d'abord à féliciter les intervenants de la clarté, de la richesse de leur présentation. Et ma question elle est destinée à Madame Bernadette concernant les cités de métiers, parce que nous au Maroc, nous sommes en train de travailler sur un projet similaire au niveau de la capitale Rabat, qu'on a appelé Centre multiservice pour l'emploi. Et on a buté, c'est presque ça ressemble aux cités des métiers, sauf que nous on a ajouté des espaces d'incubation. On a ajouté quelques espaces d'incubation au niveau du centre pour les jeunes créateurs d'entreprises. Mais on a buté contre 2 difficultés majeures. Je voudrais savoir si vous avez des recommandations par rapport à cela. La première difficulté, c'est le financement. Comment financer les dépenses courantes, dépenses de gestion de ce centre. Comment créer un fonds de financement qui va participer, comment le faire. La deuxième contrainte, c'était le problème des ressources humaines. Comme vous savez qu'aujourd'hui, avec les restrictions budgétaires au niveau du monde entier, on a des difficultés à mobiliser les ressources humaines des partenaires et de les mettre à plein temps
au niveau de ces centres. Donc ils signent les conventions, ils s'engagent, mais malheureusement après on trouve des difficultés à ce que tous les partenaires soient présents pour bien sûr donner les prestations nécessaires aux jeunes et aux citoyens. Donc c'est une problématique aujourd'hui de mobilisation des ressources humaines et aussi de financement de ce genre de centre que je trouve très très utile et adapté à la problématique de l'emploi d'une façon générale. Et merci. On va prendre une dernière question là pour septembre, parce qu'il y a un déjeuner qui nous attend, sachant que cet après-midi, nous aurons des pays qui vont nous présenter les bonnes pratiques et qu'il y aura là un grand espace, puisqu'on a prévu 1 heure d'échange avec la salle, et que toutes les personnes qui n'ont pas pu poser des questions maintenant pourront le faire dans un deuxième temps, parce que là, sincèrement, il y a au moins 10 mains qui se lèvent et matériellement, on n'aura pas le temps. Donc, je vais vous passer la parole, madame. Oui, merci. Je suis Madame Gisèle Gapela Hortense du Congo-Brazzaville. Ma préoccupation s'adresse à Madame Thomas. Elle est celle-ci. Que deviendront les conseillers emploi après l'ouverture du Cité des métiers, puisque eux aussi ils ont pour rôle de conseil, d'orientation et du suivi des demandeurs d'emploi dans la recherche de leur travail. Merci. Je vais demander aux intervenants de bien vouloir maintenant répondre aux questions. Si vous pouviez être succinct, ce serait assez formidable. Encore une fois, cet après-midi, nous aurons un large temps d'échange. Merci. Merci. Je vais essayer de répondre un petit peu globalement à plusieurs des questions, mais quand même peut-être commencer parce que tout pose un peu la question du partenariat, évidemment. La question concernant les personnes handicapées. Alors effectivement, une cité des métiers, c'est ouvert à toutes les personnes, y compris les personnes avec des handicaps physiques ou de toute nature, de handicap aussi mental, etc. Donc, bien chez nous, par exemple, le personnel est formé un peu à détecter les personnes qui ont des désordres mentaux. Sinon, dans une cité des métiers, pour ce qui est des handicaps physiques, si on a une personne malvoyante ou une personne qui n'entend pas bien, alors effectivement, ça peut être difficile de la recevoir chez nous. On a sur le pôle où il y a tout le public, mais on a les moyens d'organiser, parce qu'on a des partenariats aussi avec des associations, des structures associatives, et c'est elles qu'on peut retrouver dans les partenariats de deuxième cercle, qui peuvent intervenir ponctuellement et qu'on peut aussi mobiliser afin que toute personne qui vient chez nous, on lui trouve le moyen de s'informer correctement. Alors à la Villette, on a de la chance puisqu'on a une cellule accessibilité, donc qui est là pour nous dépanner très, très facilement. On peut donner rendez-vous à la personne pour le lendemain. Après la question de l'accessibilité physique, eh bien là c'est l'espace, et effectivement on veille dans le cadre du label autant que faire se peut évidemment à avoir des espaces qui soient accessibles aux personnes en fauteuil roulant par exemple, où on aménage, on a des petites techniques pour aménager l'accessibilité, plus particulièrement de la borne multimédia dans l'espace de ressources informatiques, pour qu'elle soit équipée, pour que deux personnes puissent consulter en même temps si la personne handicapée est accompagnée, ou bien pour qu'il y ait une place suffisamment large pour mettre le fauteuil, etc. Ensuite, il y avait une question qui peut solliciter, voilà, là aussi c'est la question du partenariat. Eh bien, c'est n'importe quel partenaire potentiel d'une cité des métiers qui peut se faire le porteur d'un projet de cité des métiers. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, ce porteur de cité des métiers, ce soit un porteur qui puisse recueillir l'adhésion des autres partenaires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, une personne physique qui a de l'empathie et qui sait travailler avec les autres.
Donc ça peut être aussi bien ici, c'est la NPE, dans d'autres cas de Cité des métiers, c'est des chambres de commerce, comme on a à Paris, qui ont porté le projet de Cité des métiers. Dans d'autres endroits, c'est directement la collectivité territoriale. C'est-à-dire, je vous ai cité le Val-de-Marne tout à l'heure. À l'époque, donc c'était un département, et donc c'est la collectivité territoriale départementale qui a porté le projet, ou des régions, comme c'était le cas avant la réforme territoriale chez nous, avec la Cité des métiers de Haute-Normandie, par exemple. Donc tout le monde a vocation à porter une cité des métiers, à être le porteur opérationnel du projet, mais après, effectivement, la condition, c'est aussi d'associer véritablement les partenaires potentiels. J'ai eu une question aussi sur les questions d'équité territoriale. Effectivement, par exemple, ici à Lomé, on est en train de faire une expérimentation, c'est la première en Afrique, d'implanter une cité des métiers à Lomé. Bien entendu, elle va desservir tous les habitants du territoire de la capitale, mais un petit peu plus loin que la capitale, il y a les zones rurales. Donc, une fois que la cité des métiers commencera à être bien installée, il faudra réfléchir comment on va pouvoir desservir aussi les citoyens qui sont un peu plus loin et qui ne peuvent pas se déplacer. Et là, on a la possibilité de développer des centres associés, de développer l'équivalent des bibliobus. Je ne sais pas si vous avez connu ça ici, mais qui sont des centres de services qui vont au-devant des habitants. Et puis la possibilité, effectivement, à Lomé, il y a plusieurs régions qui sont très très loin les unes des autres. Donc peut-être qu'on va commencer à réfléchir, quand on aura expérimenté ici, la possibilité de dupliquer la cité des métiers dans la région des plateaux, dans une grosse ville de la région des plateaux, dans une grosse ville du Nord, etc. Afin que ce soit l'ensemble du pays qui soit couvert par les services cité des métiers. Alors bien entendu, c'est un modèle, on est en train de l'adapter avec les amis togolais sur ce que ça peut être en Afrique. Eh bien, c'est transposable ensuite chez n'importe quel voisin. Donc j'ai discuté déjà avec la Côte d'Ivoire, avec le Congo, Kinshasa, voilà, j'étais en train de chercher. Alors, effectivement, le Maroc, j'ai été au courant d'un projet qui se développait peut-être chez vous, mais je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse se parler un petit peu plus, parce que là, je ne voudrais pas monopoliser la parole pour des questions qui sont d'ordre de développement. Mais enfin, je suis à la disposition de tous ceux qui veulent, pendant le déjeuner ou au cours de la journée, en savoir un peu plus là-dessus. Well, thank you for your question. Merci de votre question. Merci de votre question. Ma question c'était qui est en charge du besoin des utilisateurs. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. L'une des suggestions que j'ai faites un peu plus tôt concernait le fait d'étendre les bases. Les bases des services publics d'emploi, étendre leur rôle. Est-ce que vous pensez que chaque service public d'emploi pourrait avoir une base de collection de données? C'est très important. Vous ne pouvez pas faire ce genre de planification sans avoir une base de données. Et je pense que cela doit faire partie du travail que vous faites. Je pense que c'est la seule façon dont vous pourriez savoir en réalité les besoins réels dans vos communautés et quels sont les besoins de vos utilisateurs. Je ne pense pas que la fonction de collecte de données devrait être, disons, assez éloigné de la fonction de l'appui que vous fournissez à vos clients. Je pense que c'est juste une opinion, mais vous me direz, bien vous allez partager avec nous l'expérience que vous avez dans vos pays. Est-ce que vous m'avez compris?
Microphone, please. Use the mic, please. Alors, je pense que la question que j'ai posée concernant les besoins des utilisateurs était relative aux cités, bien à la cité des métiers. Oui, mais je pense que vous avez répondu en partie à mon inquiétude concernant la question précédente, la question sur la cité des métiers. Merci. Oui, simplement pour répondre à la question de Monsieur de l'UMOA sur effectivement la flexibilité doit s'accompagner nécessairement de mécanismes de responsabilisation. Ça c'est tout à fait clair. J'ai pas eu le temps d'aborder cette question, mais c'est tout à fait important. Encore une fois, flexibiliser le cadre d'action publique, ça ne veut absolument pas dire tout décentraliser tout de suite. C'est absolument pas ce qu'on prône, mais l'idée c'est vraiment de se dire que, in fine, on se retrouve dans une situation dans laquelle les acteurs locaux ont la possibilité simplement d'avoir des marges de manœuvre pour adapter les programmes pour l'emploi, en l'occurrence, au contexte local. On est bien conscient qu'il y a deux problèmes importants par rapport à ça. C'est de développer les capacités des acteurs. Ça nous semble essentiel, et ensuite effectivement de mettre en place des mécanismes de responsabilisation et de contrôle en s'assurant que au niveau du partenariat local les résultats sont atteints. Simplement sur le développement des capacités, c'est pas forcément évident parce qu'on peut être dans une situation un peu de l'œuf et de la poule, parce que si vous donnez trop de responsabilités trop vite, les acteurs locaux risquent d'être un peu noyés, ne pas savoir quoi faire. D'un autre côté, si vous ne leur donnez jamais de responsabilité, ils ne seront jamais en capacité de développer leur capacité. Alors c'est quelque chose, une question de timing, c'est une question d'accompagnement certainement, et c'est pour ça que voilà, on en est tout à fait conscient à l'OCDE, et concrètement on essaye de développer les capacités des acteurs.